Émission d'Annecy en direct, vous avez peut-être eu la chance, l'opportunité de regarder les deux premières. La première se tenait à Sénaux, la seconde à Crangevrier et la troisième est dans la commune déléguée d'Annecy-le-Vieux, où nous sommes ce soir installés. Alors je sais que pour ceux qui nous regardent en direct, ils ont dû remarquer qu'on avait un bon quart d'heure de retard. Voilà, des petites difficultés techniques que nous avons surmontées, mais ça ne nous empêchera pas de faire une bonne émission, une belle émission pour parler d'un sujet très important. La première était sur le déconfinement, la seconde était sur la question de la jeunesse au moment du déconfinement. Et là, on va parler de la situation sanitaire avec des invités que je vous présenterai au fur et à mesure de l'émission. Vous connaissez la règle du jeu. Sur le plateau, des habitants d'Annecy-le-Vieux, d'Annecy, des soignants de l'hôpital, de la médecine de ville, qui sont là à mes côtés, que vous allez découvrir dans un instant. Vous qui nous regardez en direct et qui pouvez nous poser vos questions sur le chat de la ville, du site de la ville, de manière à pouvoir participer à l'émission. Une émission que vous pouvez, comme je vous l'ai dit, voir en direct, mais que vous pourrez revoir en replay, comme on dit, sur les réseaux, sur YouTube et sur le site de la ville. Je vous propose de commencer tout de suite par l'enquête qu'a réalisé Christophe Martin, notre journaliste, dans les rues d'Annecy-le-Vieux, pour voir comment vous, les habitants, vous réagissiez à la situation aujourd'hui et les questions que vous vous posiez concernant la situation sanitaire. On regarde tout de suite la vidéo et je vous fais réagir sur le plateau. On y va. Il est possible que j'ai attrapé le Covid, sûrement à Verbier, sur les pistes. C'est juste le fait d'avoir perdu le goût et l'odorat qui m'a fait penser que c'était ça. Après, c'est une supposition puisque je n'ai jamais fait de test. Moi, j'ai des collègues qui ont tellement peur de l'avoir. Je trouve que des fois, quand elles arrivent au travail, elles appréhendent. Une fois qu'elles sont en poste, elles oublient. Mais moi, je n'ai pas eu jusqu'à maintenant cette appréhension. Enfin, j'y pense pas. Il y a de moins en moins de gens hospitalisés. Maintenant, j'avoue que je suis moins stressée que ce que je l'étais auparavant. Je ne me masque pas automatiquement. La pandémie, elle continue. D'ici décembre, novembre, on sera reconfiné pour les vacances d'hiver. Quand nous allons sur les pontons à Annecy ou même sur les plages d'Albigny, il y a énormément de monde. Les distances de sécurité ne sont pas respectées. On ne va pas dire que tout le monde a des masques forcément. Nous, la première alerte, elle a été donnée sur la commune de la Balme-de-Sillingy. La ville a immédiatement réagi, je trouve. Il y avait un numéro de téléphone à disposition. Il y avait des succursales où on pouvait rencontrer des gens pour poser des questions si on était en souci. Je pense qu'on a un grand hôpital qui est à Annecy. Il y a beaucoup de cliniques. Il y a la clinique d'Arconay, il y a la clinique générale. Au niveau des professionnels de santé, on est quand même bien entouré par les généralistes. Pharmacie, on est bien aussi. Pour moi, on a tout ce qu'il faut pour être soigné. Ce qui m'a surpris, c'est que les soignants ont vachement assuré, quoi. D'ailleurs, nous, Français, on va les considérer un peu mieux, les soignants, parce qu'ils se sont quand même décarcassés et au risque de leur vie. Ça fait quand même longtemps que le personnel dit qu'il y a des manques de moyens, etc. Des gens qui avaient peut-être déjà la tête sous l'eau ont tout donné quoi qu'il arrive, justement, mettre leurs problèmes de côté le temps de la crise. Je pense qu'il y avait des problèmes de logistique et d'organisation parce que très vite ils ont été débordés. C'était quand même très intense et on voyait les aides-soignantes, elles n'en pouvaient plus. Les Français, ils disent souvent c'est un métier noble, ce sont des métiers nobles. En parlant de ces métiers, mais c'est la seule chose qu'ils disent finalement. Ils n'incitent pas leurs enfants à faire ça. Moi-même, j'ai une fille qui est brillante, je lui dis, elle me disait souvent, et si je devenais infirmière, je lui dis non, ne fais pas ça, tu peux faire autre chose. Il faut mettre un plan d'action après cette pandémie pour retirer de leçons, parce que ça peut répéter dans les jours à venir ou dans les années à venir. Que tout le peuple participe et vraiment donne un avis. Est-ce que le port du masque est vraiment nécessaire à l'air libre? Quand on rentre dans un lieu confiné, je le comprends, je le respecte, je veux bien, mais comme là au bord du lac, dans les rues, si je me pose cette question, c'est parce que j'ai un doute. Et si vous avez une intervention chirurgicale qui peut attendre, vous n'allez pas aller à l'hôpital tout de suite. Vous voyez, ça c'est une question que je me pose. D'autant plus que je dois y aller pour une opération bénigne, mais alors je vais attendre. Je ne veux pas aller dans un hôpital aujourd'hui, vu ce qui s'est passé. Donc, je trouverais intéressant à terme d'avoir ce chiffre, et je ne sais pas si on l'aura un jour, du nombre de personnes qui ont été contaminées versus le nombre de morts, parce que je pense qu'au final, ce n'est pas un virus qui est si mortel. Moi, je ne comprends pas ce qui arrive là, pourquoi c'est arrivé ça. On se pose quand même des questions, quoi. Sur d'où ça vient, pourquoi c'est venu, est-ce que
Est-ce que ça peut se reproduire? Est-ce qu'on va pouvoir reparler à un inconnu dans un bar d'une façon proche, sans lui demander son carnet de santé? Demain, si je vais voir mes parents, est-ce qu'il y a des risques de transmettre ce virus? Voilà, donc quelques réactions recueillies par notre journaliste Christophe Martin dans les rues d'Anne-Sylvieux. Je vais me tourner vers certains de ceux qui sont là, déjà pour revenir un peu sur ce que vous avez dit. Pardon, Jean-Noël Rossignol, donc... pardon ? Rossignolo, excusez-moi, le O final est très important, absolument. C'était joli aussi, Rossignol, mais voilà, on n'est pas très loin. Alors, vous disiez plusieurs choses. Il faudra parler dans votre micro. Vous disiez à la fois, les soignants sont des gens extraordinaires, on a pu le voir tous, et en même temps, vous étiez quand même inquiet sur la suite. Vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes inquiet? Et pourquoi vous les admirez d'ailleurs, au fond? Parce qu'après tout... Pourquoi je suis inquiet pour la suite? Écoutez, d'abord, on ne sait pas. Personne ne sait où on va. Voilà, personnellement, comme je le disais, je ne peux pas, j'ai une intervention à faire, comme je l'ai dit, je ne vais pas aller à l'hôpital, je suis inquiet pour la suite, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, puis pour tout le monde. D'accord. Dans un instant, je donnerai la parole au directeur de l'hôpital qui est là, donc j'espère qu'il sera à même nous apporter une réponse à cela. Leïla Terrouz, vous êtes en face de moi, vous êtes chef de projet dans un laboratoire en Suisse, je crois, oui. C'est bien ça? Alors, vous pensez qu'il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé, qu'il ne faut pas juste regarder les faits, mais qu'il faut réfléchir dans quel sens? Pourquoi dites-vous ça? À mon avis, ça ne va pas être la dernière pandémie qui va être dans le monde. Je pense dans le futur, il y aura d'autres. Et il faut vraiment qu'on tire des leçons pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a faites. Il y avait beaucoup des actions correctes et beaucoup des erreurs, donc... C'est ça ce qui est... C'est très important que tout le monde parle et pour prévenir ça dans le futur, ne pas répéter les mêmes choses. Mais qui doit tirer les leçons? C'est-à-dire, comment faire pour tirer les leçons? Parce que tout le monde parle, tout le monde donne son avis. Comment on fait pour tirer les leçons, selon vous? D'abord, c'est le gouvernement qui doit tirer le leçon et même les choses qui sont arrivées dans le domaine de la santé, le manque des soignants, le manque de masques, le manque de matériel. Donc, on doit être préparé pour le futur et je pense que ça, c'est déjà en action. Et même le peuple aussi, je pense que les gestes barrières, pour moi, ça doit maintenir. Pas comme maintenant, bien sûr, mais il faut que nous aussi qu'on prenne conscience que ça peut arriver une autre fois et faire plus attention. Très bien. Votre voisine, Laure Vailly, voilà, prenez votre micro. Vous êtes prof de ski, c'est ça? Voilà, évidemment un métier important dans notre région. Et alors vous ne savez pas si vous l'avez eu, le coronavirus. Vous vous posez la question. Oui, je me pose la question. Enfin, moi-même, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage aussi, que ce soit mes collègues ou la famille, qui n'ont heureusement pas eu besoin justement d'aller jusqu'à être hospitalisés. Donc on n'a jamais été testé, on ne sait pas. Et je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Donc c'est ce que je disais dans le documentaire. Si on était comptabilisé, ça changerait un petit peu la donne sur les statistiques, peut-être. Mais est-ce que ça vous préoccupe de savoir si vous l'avez été pour des raisons, pas que pour des raisons statistiques, j'imagine? Vous vous posez des questions sur votre santé ou bien c'est juste de la curiosité, comme beaucoup? Pardon? De la curiosité, plutôt. D'accord. Et quand même, parce que vous le disiez aussi, vous avez été surprise, par la mobilisation de tous les professionnels de santé, parce que c'est vrai qu'on entendait beaucoup de choses sur l'hôpital avant la crise. On a beaucoup entendu parler des hôpitaux en France et de ce qui s'y passait. Il y a eu des grèves, il y a eu beaucoup de choses. Et puis là, d'un seul coup, tout le monde y allait. Ça vous a impressionné, c'est ça? C'est en tout cas, en écoutant les informations, l'idée qui en était donnée, après l'idée que je me suis fait, oui, en effet, ils ont mis de côté tous leurs soucis pour gérer cette crise sanitaire sur le moment. C'est en tout cas l'impression qu'on a eue, parce que j'avoue que je n'étais pas confinée en France, donc j'étais plutôt du côté de la Suisse, donc j'ai regardé à travers les informations. J'étais pas sur place. Il y avait une grosse différence dans la façon dont ça se passait, puisque... Oui. On était semi-confinés déjà en Suisse, donc on n'était pas, on va dire, assignés à la maison. D'accord, c'était plus facile, plus commode un peu, non? Exactement. D'accord. Alors, à mes côtés, Cécile Janssen, voilà, vous êtes infectiologue à l'hôpital d'Annecy-Genevois, c'est ça? Je ne me trompe pas? Très bien. Alors déjà, une première réaction à ce que vous venez d'entendre dans le reportage, dans ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qui vous marque dans ce que disent les habitants et dans ce que vous avez entendu tout au long de la crise vous-même? Alors, pendant la crise,
J'ai trouvé que les gens ont réagi assez rapidement, ont su se comporter de façon adaptée, faire appel au système de soins tout en comprenant qu'il fallait respecter certaines règles qui ont été édictées et les gens ont réagi très vite. Après, on peut comprendre qu'il y a une angoisse liée tout simplement au fait que ce soit un nouveau virus, que ce soit quelque chose où enfin, en tout cas une infection pour laquelle les réponses ne sont pas formelles, puisqu'on découvre en même temps que l'épidémie se déroule et que nous agissons pour éviter qu'elle ne soit trop importante. Bien sûr, on a quelques notions déjà quand même, parce qu'il s'agit d'un virus respiratoire, parce qu'on a des données qui sont connus de cette famille de virus, mais malgré tout, on a découvert pas mal de choses, et donc on les a découverts en même temps qu'on annonçait les choses à la population, et ça explique pourquoi les gens puissent être inquiets, et pourquoi il y a encore des questions qui subsistent et auxquelles les réponses ne pourront pas être données forcément tout de suite. Mais pour vous, ça devait être un petit peu difficile, ou ça l'est peut-être encore toujours, puisque à la fois vous êtes une scientifique, donc vous avez un système de pensée qui est rationnel, vous devez dire des choses rationnelles, et en même temps, c'est des questions nouvelles. Donc entre ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'on peut dire, les hésitations, ça ne doit pas être facile à gérer tous les jours, j'imagine. Alors on a appris en même temps que la crise arrivait, on a observé aussi des confrères qui ont peut-être un peu trop parlé en évoquant des choses qui finalement se sont avérées fausses, parce qu'ils étaient persuadés de partir d'un modèle qu'ils connaissaient viral, et puis on a découvert des choses, et donc ces mots qui ont été dits, malheureusement, ont été repris en disant c'était pas tout à fait exact. Mais j'ai trouvé que la population avait beaucoup de compréhension de ces erreurs qui ont été dites. Nous, on a essayé de travailler en collaboration, toujours avec et les confrères de ville, et les directions, et les personnes qui avaient des informations au niveau des agences administratives, l'agence régionale de santé et les données épidémiologiques Santé publique France, de façon à donner des informations avec une certaine véracité, puisqu'on avait des choses factuelles à transmettre. Et puis éviter de donner de la fausse information qui pouvait un peu faire le flou et créer l'angoisse si jamais l'information n'était pas bonne. Alors, docteur Labarrière, vous êtes médecin généraliste à Anne-Sylvieux, président de l'Ordre des médecins de Haute-Savoie. Oui. C'est bien ça. Alors, vous rencontrez beaucoup ce genre de questions quand vous recevez vos patients ? C'est le reflet de ce qu'on entend au quotidien. Et l'humilité qu'on doit avoir, c'est que, au même titre que je vais avoir du mal à répondre à toutes ces questions, humblement, il faut se rendre compte qu'on n'a pas les réponses. Cette crise, elle nous a fait découvrir quand même la notion de la santé publique. Et ça, je crois qu'on l'avait un peu perdu de vue. La santé est tellement naturelle, on a tous un accès aux soins très simple. Et malgré les appels au secours que les professionnels de santé lançaient depuis maintenant longtemps, que ce soit les hospitaliers ou les libéraux, personne ne se rendait compte. Et là, évidemment, cette étincelle qui est venue mettre le feu aux poudres nous a fait prendre compte qu'on était à la merci d'un événement comme celui-là, dramatique, ou pas, parce que c'est ça qui est difficile à répondre aux gens, parce que c'est vrai qu'on sait bien que 95% des formes vont être manifestement bien et que la plupart de nos patients, ils vont aller très bien et ça se passera bien. Et puis quelques-uns vont se retrouver en réanimation et quelques-uns vont partir. Et je crois que cette prise de conscience de notre responsabilité. Deuxième chose qui me semble importante à souligner, c'est la capacité de réaction de la population en général. La Haute-Savoie, ça a été le premier secteur touché en France. Et l'affaire des Contamines, le 8 février, la ferme de la Balme, ont immédiatement sensibilisé la population. Et Cécile Janssen a été fort humble, mais il faut souligner la qualité de l'enquête qui a été faite à ce moment-là avec l'ARS et avec les infectiologues, qui tout de suite alertaient la population. À mon sens, ça a entraîné des réactions automatiques de protection. Dès le départ, les gens ont pris une certaine distanciation. Dès le départ, les gens se sont lavés les mains. Je ne parle pas des masques parce que ce n'est pas la peine. À ce moment-là, on n'en avait pas. Mais je pense que ça a protégé, ce qui a permis qu'effectivement, on soit en capacité d'accueil. Et là aussi, aussi bien les médecins libéraux que l'hôpital s'est organisé pour pouvoir prendre tout le monde. On avait tous très peur d'être obligés de refuser les patients. Moi, médecin généraliste, je m'imaginais mal avoir une personne âgée
malade et me dire je ne peux pas la faire rentrer. Ça ne vous est pas arrivé? Non. Ça ne vous est pas arrivé? On a toujours eu cette capacité d'accueil, on n'a jamais eu à faire ce choix. Ce qui était vraiment la première question qu'on se posait, c'était ça. Très bien. On va, dans un instant, je vais vous montrer un peu ce qui se passe à l'hôpital, mais juste avant, encore une personne à qui je voulais donner la parole. Edith, vous êtes infirmière libérale. Oui. Voilà, donc sur la région. Et avec d'autres infirmières, vous vous êtes organisé parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur l'hôpital et on va y revenir dans un instant, c'est très important. Mais c'est vrai, on ne parle pas toujours forcément de ce qui se passe chez les médecins généralistes, chez les pharmaciens, chez les infirmières. Et quelle a été la réaction des professionnels de santé que vous êtes, les infirmières, quand vous avez dû faire face à une situation comme celle-ci? Déjà, en tant qu'infirmiers libéraux, on a l'habitude de travailler assez seul, en collaboration avec les médecins de ville. Et là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on se regroupe entre les cabinets, un maximum de cabinets, pas tout le monde évidemment, pour pouvoir dissocier des patients malades de la Covid, de nos tournées habituelles, de nos soins de tous les jours, pour pas contaminer nos patients, on va dire. Et en fait, le fait de se regrouper, ça nous a quand même permis de se rendre compte de tout ce dont on avait besoin et qu'on n'avait pas, notamment le matériel au début. Ça a été vraiment le projet le plus difficile, de trouver du matériel. Et du coup, on remercie beaucoup les entreprises, les particuliers qui ont fait énormément de dons, les médecins aussi qui ont partagé. Et en fait, à partir du moment où on s'est regroupés, il y a eu un élan de solidarité entre nous qui nous a permis de gérer au mieux la crise en ville, on va dire. Très bien. Mais juste un tout petit mot. C'est vrai qu'en France, on en parle souvent, hein, les professions libérales ont des fois un peu de mal à travailler ensemble. Hein. Voilà, c'est pas une structure comme un hôpital avec ses règles, un management et tout ça. C'est chacun dans son coin. Là, vous vous êtes mis ensemble. Hein, je dis au féminin parce que je crois que c'est beaucoup des infirmières. On avait quand même quelques collègues hommes, on les oublie pas. D'accord, on va pas les oublier. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est provisoire au fond? C'est parce que c'était la crise, mais la prochaine fois, tout va redevenir comme avant, ou est-ce qu'il va y avoir une trace de ça? Du coup, nous, vraiment, c'était le temps de la crise. Et puis, la leçon qu'on en a tirée, c'est qu'on a été capable de très rapidement s'organiser, très rapidement de mettre les prises en charge, mettre en place les prises en charge. Et du coup, on s'est dit, si l'hiver prochain, ou on ne sait pas, le printemps prochain, il y a de nouveau une crise, il y a une autre pandémie, on est capable de travailler ensemble. Ça, c'est assez... Merci beaucoup. Monsieur Delivet, vous êtes le directeur de l'hôpital. Vous étiez vraiment au premier rang. Alors, on a beaucoup parlé de l'hôpital d'Annecy au départ, justement, parce que vous avez été un peu au centre de beaucoup de regards en France. Vous allez peut-être nous dire un mot du reportage que je vais diffuser maintenant. On est allé voir une séance de travail dans laquelle on vous voit. Alors, on ne vous reconnaîtra pas parce que vous avez un masque dans cette réunion, mais dites-nous un mot de ce groupe de travail qu'on va voir tout de suite. Un groupe de travail, en fait, comme l'a rappelé le docteur Labarrière, hein, les infectiologues, les équipes du change sont sur le pont depuis le 7 février. Et donc, dès ce moment-là, on a mis en place une cellule de crise pour gérer les contamines. Et puis, finalement, au moment où on a levé notre dispositif, les hôpitaux français ont été mis sous alerte. Et puis, on n'a pas attendu très longtemps, puisque le 24 février, je crois, la balme de Silingy commençait. Donc, en fait, on a effectivement, depuis cette époque, une réunion... Alors là, qu'on a espacé, mais qui à l'époque est restée pendant très longtemps quotidienne, avec les professionnels du change, toutes catégories confondues. Hein, c'est le centre hospitalier. Hein. Voilà, bien que tout le monde le sait, mais tout le monde ne le sait pas. Le centre hospitalier Annecy-Genevois, et qui devait effectivement intervenir pour réorganiser, réadapter, et donc dans la période la période de montée en charge de l'épidémie, et puis maintenant dans une période aussi compliquée qui est le déconfinement, et donc la reprise de l'activité. Voilà. Très bien, on regarde le 2 minutes de reportage et je vous fais réagir les uns les autres. On y va, c'est parti. Monsieur Jacquet, vous avez, comme d'habitude, combien de patients? 4. En Covid, 4. 6 patients par jour sur l'UTAR, qui maintenant est recentré sur Annecy. C'est sur la réa? En termes de Covid, on en a... C'était à 24 au total, mais c'était ce matin, ça. Sur la réa. Ouais, donc on doit être un peu moins, on doit être autour de 22, avec pour l'instant toujours deux patients Covid confirmés, des anciens, de la première vague, et une haute suspicion d'un nouveau Covid. On reste toujours sur des examens en ville, sur le même niveau. Avec un niveau qui est un niveau de positivité autour de 0,5
0,5 maximum 1% sur les tests faits en ville. Donc on n'a pas d'augmentation du signal pour le moment. Vous avez cours aussi avec les guides sur les activités chirurgicales. Et puis on avait les indications aussi là, sur Chambéry. On est dans les mêmes niveaux, hein, 50-60%. On a monté 2 salles cette semaine et encore une salle à partir du 15 juin. Donc voilà, une grosse poussée des urgences en chirurgie cardiaque sur le week-end. C'est le nombre de salles opératoires ouvertes au bloc, hein, 100% c'est notre activité hors crise. Et en fait l'épidémie de coronavirus a fait qu'on a dû réduire nos activités chirurgicales. Et là petit à petit on reprend, en récupérant les personnels qui étaient partis aider en réanimation. Dans la crise, il y a des gens qui ont laissé traîner. Et là petit à petit, non, j'ai l'impression que les choses reviennent. On avait besoin de beaucoup de lits pour ces unités temporaires d'attente de résultats et pour les patients Covid cas confirmés, compte tenu d'une franche diminution du nombre de patients hospitalisés, du nombre de cas confirmés en ville. On réadapte nos organisations et en rebasculant vers ce qui est le non-Covid à l'hôpital et qui avait été mis entre parenthèses du fait des besoins pour l'infection Covid. Là, on est en train de faire cohabiter 2 activités. C'est redimensionner les choses au meilleur, mais toujours en disant qu'il faut garder des unités Covid au cas où. Alors, monsieur le directeur de l'hôpital, un petit commentaire sur ce qu'on vient de voir. Vous avez été amené à faire des choses que vous ne faisiez pas au quotidien, avec infectiologues, avec d'autres professions de santé. Est-ce que, bon, c'était pour faire face à la difficulté, mais est-ce qu'il y a quelque chose à tirer à long terme de ce qu'on vient de voir ? Bon, d'abord, il faut dire que les professionnels de santé ont été formidables. Quand je dis professionnels de santé, c'est évidemment les soignants, mais aussi toute la logistique, toute la partie gestion qui ont permis ces transformations en des temps records. Hein. J'ai en tête, moi, une transformation pour la réanimation en un week-end. Enfin, on l'évoque avec Albrecht Sevra, qu'on a vu dans le reportage, chef de pôle des soins critiques, le dimanche. Une discussion avec le docteur Bell, responsable de la cardiologie. Le lundi, on décide, et le lundi soir, la cardiologie libère son unité de soins intensifs pour y mettre les malades dans des meilleures conditions en réanimation. Voilà, donc il y a des choses qui ont été tout à fait étonnantes à l'hôpital, mais c'est le système de santé qui a tenu. Et c'est le travail qu'on a mené avec la médecine de ville, avec les infirmières libérales, les kinés, les sages-femmes, puisqu'on a aussi cette réflexion sur la période du déconfinement, les pharmaciens, donc avec les partenaires privés aussi. Je vous évoquiez dans le reportage les cliniques d'Annecy. Annecy a vraiment une chance en termes d'offre de soins, et une chance parce qu'il y a aussi des gens intelligents qui ont compris l'enjeu et qui ont accepté des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées comme ça spontanément tout de suite. C'est-à-dire faire un gros plateau de réanimation comme on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a plus que triplé notre capacité de réanimation grâce aussi à l'appui des 2 cliniques, la clinique générale et la clinique d'Orgonay, avec des professionnels de statut libéral qui sont venus travailler à l'hôpital, des médecins, des infirmières qui sont venus compléter les équipes. Donc, c'est des choses qu'on disait impossibles. Franchement, dès qu'on parle de la santé en France, on a l'impression que c'est en silo, chacun a son camp, chacun ses façons de voir, et là d'un seul coup, ça s'est mis à travailler ensemble. C'est juste une parenthèse, on va vite revenir au système d'avant. Non, je crois que, enfin, ça a été dit par le docteur Labarrière, ce qui est revenu, c'est la santé publique. Et on a remis l'accent sur la santé. Et à partir de là, les professionnels, quels qu'ils soient, avaient un objectif unique, un objectif, on va dire, partagé, qui était la lutte contre le Covid. Et tout le monde s'est mis à la disposition de cet objectif. Vous avez des professionnels qui ont fait un métier qui était différent du leur. On a vu des infirmières de bloc opératoire travailler en réanimation. On a vu des secrétaires médicales faire de la couture pour assurer la protection des personnels soignants. On a vu des choses mais incroyables. Donc moi je ne crois pas, on a bâti avec la médecine de ville en particulier et les partenaires privés un système qui peut, à mon avis, perdurer dans une logique justement de travail avec des groupes, des professionnels qui se sont regroupés sur les territoires et une approche populationnelle. C'est-à-dire on regarde quel est le problème de la population et on voit comment on mobilise ensemble, quels que soient les statuts, nos ressources pour faire face. Et ça, je pense que ça va rester. Après, il faut le construire, mais la Haute-Savoie, là-dessus, est en avance. Hein, et
On formalisera, je pense, dans les jours qui viennent, tout le dispositif qui est mis en place dans le cadre du suivi du déconfinement et de la prévention d'une éventuelle reprise de l'épidémie. Je peux vous dire qu'on n'a absolument rien à rendre à la région parisienne, par exemple, hein, sur un dispositif porté par l'assistance publique et la Covisan. Je pense que nous, on fait encore mieux parce qu'on fait avec les professionnels, chacun à sa place, dans ses responsabilités et au service de la population. Très bien. Alors, j'oublie pas évidemment qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais vous redonner largement la parole. Je vais d'ailleurs venir dans un instant vers vous, Christophe Chicharo. Je voulais avoir votre point de vue aussi. Juste un tout petit mot avant qu'on passe à toutes les questions, dont certaines concernent plus directement peut-être Madame Janssen, qui va répondre à des questions qui demandent une expertise qu'elle possède. Mais est-ce que Monsieur Rossignolo, il peut venir à l'hôpital? Ou est-ce qu'il a raison de s'inquiéter? Oui, non, il n'y a pas. Qu'on se pose des questions, c'est normal. Par contre, vous devez avoir effectivement confiance dans l'organisation des professionnels de santé. Tout ce qu'on a fait dans la période de montée en charge de l'épidémie et ce qu'on fait actuellement, c'est justement pour garantir l'accès aux soins aussi des personnes non Covid. Aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est qu'évidemment, l'activité s'est inversée à nouveau et on voit revenir toutes les pathologies. On a vu aussi, parce que ça c'est un problème, des gens qui auraient dû venir accéder à la médecine, à leur médecin traitant ou à l'hôpital pour se faire soigner et qui ont différé et qui ont trop attendu. Donc il ne faut pas attendre. Après, il y a des choses qui peuvent être différées. Si elles peuvent être différées et le faire un petit peu plus tard dans de bonnes conditions, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on a des circuits qui sont tout à fait clairs, des protocoles qui sont tout à fait clairs pour prendre en charge tous les patients de façon satisfaisante. Très bien. Christophe Chicharo, vous êtes aide-soignant dans l'hôpital que dirige Monsieur Delivet. Alors, votre regard aussi sur la situation, sur ce qui s'est passé, sur la situation des professionnels de santé dont vous faites partie comme aide-soignant, et puis sur le regard qu'ont posé sur vous les gens, parce que quand même, c'était assez inédit. Alors, il y a eu deux choses, effectivement. Je rejoins Monsieur Delivet. Effectivement, il y a une réactivité et une solidarité que, personnellement, en 23 ans de carrière, j'ai jamais connue. Alors heureusement ou malheureusement, suite à cette pandémie, les bonnes choses, c'est que le regard que portent les gens sur nous, effectivement, bon, on les a tous vus applaudir au balcon. On a eu d'autres comportements qu'on n'avait peut-être pas toujours avant. Les gens ont été un peu plus compréhensifs sur le fait qu'il faut savoir un petit peu patienter, qu'il y a des priorités effectivement dans les services d'urgence, qu'on est obligé de prioriser un petit peu. Je rejoins aussi Monsieur Delivet quand il dit que les patients ne doivent pas attendre, qui doivent venir aux urgences. On a fait un travail quotidien avec des réunions de crise régulières, avec des mises à jour sur les règles d'hygiène, sur les parcours de sécurité. Ça a été incroyable, hein. L'ouverture des deuxièmes urgences s'est faite très rapidement pour séparer justement les patients susceptibles d'être Covid et les non-Covid. N'attendez pas, parce que les gens qui ont des pathologies assez sévères, après, on se rend compte que ça dégénère, ça s'exacerbe et ça peut être très dangereux. Alors vous nous aviez dit c'est les bonnes choses, mais il n'y avait pas que des bonnes choses, alors si j'ai bien compris. Alors il n'y a pas que des bonnes choses, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, bien entendu. Hein. Avant cette pandémie, c'est pas nouveau, les soignants étaient en grève. On l'est toujours, d'ailleurs, on a tout rangé, parce que voilà, on a tout arrêté. On a une éthique, c'est notre métier. On est tous ensemble face à l'adversité, mais quand ce sera terminé, parce que ça va se terminer, on va ressortir les panneaux. Emmanuel Jourdan, vous disiez dans l'interview que ça ne suffit pas de dire que les soignants sont formidables, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Vous disiez même quelque chose qui va faire frémir tout le monde ici, que vous ne conseilliez pas à votre fille qui est brillante de faire ce métier. Je me permets de le dire, d'autant plus que je suis une ancienne infirmière. Donc, alors, c'est vraiment terrible. C'est terrible. Je ne me serais pas permis de le dire sinon. Oui, je trouve que les conditions de travail ne sont pas très bonnes. J'ai un petit peu oublié la question que vous m'aviez. Non, la question c'était, on a félicité les soignants, tous, hein, dans tous les métiers, dans toute leur diversité, mais est-ce que vous pensez qu'on peut quand même changer, au-delà du regard, le statut qu'ils ont dans la société, pour que vous puissiez dire à votre fille, vas-y, quand même, c'est une profession qui en vaut la peine? Oui, on a certainement changé le regard, mais je pense que c'est peut-être un peu ponctuel malgré tout, hein. Parce que je pense que les personnes se sont senties concernées parce qu'elles risquaient elles-mêmes de tomber malades, mais après, je pense que ça va retomber comme un soufflet. Bon, alors, on va. Je vous ai vu, Monsieur Delivet, mais d'abord, pour qu'on soit bien sûr de rien oublier, et puis on continuera.
allez-y pour vos questions. Il y en a eu plein des questions. Hein. Est-ce qu'il faut porter un masque? D'où vient le virus? Quel est le pourcentage de gens qui contaminés et gens qui sont décédés? Il faut bien le dire. Est-ce que c'est vraiment grave? Une question avant toute celle-là, juste comme ça pour moi. Est-ce que certains d'entre vous ont téléchargé l'application Stop Covid? Personne. Voilà. Vous nous direz, vous l'avez, voilà, oui, vous allez me répondre à ça. Ça m'intéresse beaucoup. Allez, qui a envie de poser une question à Madame Janssen, par exemple, qui est, voilà, effectivement, qui est modeste, mais qui connaît vraiment le dossier comme pas beaucoup de monde. Vous voulez vous-même? Voilà, Madame Delattre-Le Simple, responsable d'un des comités de quartier d'Anne-Sylvieux. Moi, une petite de quartier. J'ai beaucoup, on parle beaucoup effectivement du Covid et vous parliez tout à l'heure aussi des problèmes un peu collatéraux où des personnes ne sont pas venues se faire soigner par peur d'attraper. Et j'ai lu, je l'ai lu à plusieurs reprises, donc qu'on manquait aujourd'hui cruellement de produits type anesthésiant, décontractant. Enfin, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, donc et du coup, moi, c'est une question ça m'interpelle parce que, comme Monsieur Rossignello, on ne sait pas demain nos proches ou si j'ai quelqu'un une collègue de travail qui devait avoir une intervention, certes bénigne, qui a été reprogrammée et qui ensuite a été à nouveau annulée par manque c'est ce qui lui avait été dit, de produits anesthésiants. Vous en pensez quoi, Madame Voilà, Janssen? c'était un peu quelque chose qui... Très bien, question très claire. Alors en fait, en médecine, il y a des ruptures de certains produits. Et pendant certaines périodes, il va être d'ailleurs, par exemple, une période de crise comme on l'a vécu, il peut y avoir effectivement des ruptures de certains produits. Et forcément, on va privilégier pour les actes chirurgicaux, pour répondre très précisément à cette question, des actes chirurgicaux urgents, de façon à utiliser les ressources au mieux et au plus urgent. Et par contre, on ne prendra pas de risque jamais. On fera toujours attention à ce que la personne soit prise en charge de façon idéale. On est dans un pays où quand même le système de santé se veut tendre vers l'idéal. Et votre amie pourra venir se faire opérer. On va la guider pour qu'elle soit opérée dans les meilleurs délais. Très bien. C'est un bon rythme de question-réponse. Oui, Monsieur Delivet, allez-y. Très court. En complément, effectivement, il y a des molécules qui aujourd'hui servent aussi en réanimation. Et effectivement, il y a eu une politique nationale de faire attention, de ne pas être en rupture en cas de reprise de l'épidémie, ce qui explique qu'on a fait des arbitrages en termes d'intervention pour gérer au mieux ces stocks dans l'attente de voir comment se passait le déconfinement. Et aujourd'hui, ces stocks se sont reconstitués. On gère au niveau national sur certaines molécules. Il y a une réserve nationale qui est en cours de constitution. Il faudra attendre probablement la fin du mois de juin pour y voir un petit peu plus clair et puis voir la situation internationale aussi, ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs dans la consommation aussi de ces molécules. Et d'autres questions? Allez-y, c'est le moment. Allez-y. Mathéo, Martin, voilà. Et, alors vous êtes étudiant parce qu'il a eu son bac, donc il va devenir étudiant. Allez-y. Moi j'en profite pour poser une question que tout le monde se pose. C'est la deuxième vague. Parce que beaucoup en parlent et tout, et je pense qu'on n'est pas très bien renseigné. Et même moi, je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague, si on doit s'en méfier, si on doit faire comme si de rien n'était. À titre personnel, vous êtes inquiet ou serein? Je suis plus inquiet parce qu'on a déjà eu une première vague, donc je pense que les hôpitaux et tous les soignants, ils ont pu s'habituer à la situation et mettre en place des protocoles, mais être confiné une deuxième fois, c'est pas forcément ce que j'attends. Mais formidable. Alors, la deuxième vague, c'est pour quand, Dr Janssen? Alors, on a commencé par dire il ne faut pas dire n'importe quoi, donc je tâcherai de répondre de façon assez précise. Aujourd'hui, je pense que vous avez les informations. C'est-à-dire que nous avançons avec l'épidémie et certains virus sont très connus. On va prendre le virus respiratoire le plus connu, c'est le virus grippal, qui va avoir un cycle saisonnier. On sait que pendant la période hivernale, on va avoir la grippe qui va circuler, ce virus qui va circuler, et l'épidémie va s'éteindre et repartir sur un cycle à nouveau hivernal ultérieurement. Et ça, on n'a pas encore l'histoire pour le virus SARS-CoV-2, donc on va devoir observer pour pouvoir voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, ce qui est sûr, les données que l'on a, c'est qu'ici, pour parler d'Annecy,
en ayant fait le tour de tous les laboratoires privés et en ayant regardé les données dans notre laboratoire, sur plus de 2000 prélèvements depuis le 11 mai, on a grosso modo une quarantaine de prélèvements positifs et depuis le 19 mai, pas de prélèvements positifs. Donc il faut vivre avec l'instant présent. On sait qu'effectivement, au niveau national, au niveau international, il y a encore une circulation du virus. Mais aujourd'hui, on ne voit pas là, sur notre territoire, en Haute-Savoie et sur Annecy, la deuxième vague se dessiner maintenant. On reste prudent, on continue à conseiller les gestes barrières, et c'est grâce à tous les efforts que la population a fait que nous en sommes arrivés là, et qu'aujourd'hui, on a envie de dire, on peut aller sur la plage, on peut aller faire du sport, on peut reprendre les barbecues et puis vivre de plus en plus normalement. Merci, c'était très précis. Allez, d'autres questions, allez-y, je vous en prie. Ouais, moi j'ai une question. Est-ce qu'on doit maintenir ces précautions? Ça veut dire prendre la température. Je pense que ça, c'est quelque chose, un mode de vie qu'il faut qu'on peut-être plus laver les mains comme on fait maintenant. C'est quelque chose qu'on sait avant, mais on fait plus d'attention maintenant de ne pas saluer tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit maintenir pour le futur, pour prévenir la prochaine vague, s'il y aura, ou même un autre virus qui peut venir dans le futur? Parce que, par exemple, maintenant, on fait, dans la plupart des entreprises, ils prennent la température avant d'entrer. Dans les aéroports, pareil. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on doit maintenir dans le mois ou même les années à venir? Et le masque? Oui. Après, le masque, c'est pas très masque. Confortable, mais... Madame Janssen. Alors, Docteur Labarrière aussi, vous pouvez vous préparer à répondre aussi. Hein. Donc la notion d'hygiène, au niveau historique, c'est la notion la plus importante qui a sauvé le plus de vies, en fait. Quand on a mis en place les procédures d'hygiène, c'est ce qui sauve le plus de vies en infectiologie. C'est-à-dire se laver les mains, vivre dans un environnement propre, avoir une eau potable, se protéger bien sûr de quelqu'un qui pourrait être contagieux. Tout ça, c'est quelque chose qui sauve des vies. Indéniablement, il ne faut pas malgré tout vivre dans de la cellophane, mais il faut respecter des choses très simples. C'est-à-dire se laver les mains, normalement, on doit se laver les mains à tous les temps. Quand on écoute là, les spots qui vous expliquent ce qu'il faut faire, au final, il n'y a rien d'exceptionnel. On devrait avoir une hygiène des mains comme ça, tout le temps. Ensuite, ne pas tousser dans sa main et aller poser des virus ou des bactéries partout, c'est pareil, il y a des choses qui sont finalement assez simples. Se sentir malade, prendre sa température et prendre des précautions et s'éloigner un peu des autres, c'est pareil, ce sont des choses qui sont simples et petit à petit qui nécessitent de rentrer dans les mœurs pour bien sûr ne pas revivre ce type d'épisode. Après, le masque, parlons-en. Il y avait une question très intéressante qui était, est-ce qu'il faut qu'on mette le masque tout le temps quand on sort? Il y a deux politiques. La réponse sur le plan purement scientifique, c'est que mettre son masque tout le temps n'a pas d'intérêt. On peut très bien vivre sa vie avec de la distance. Là, on n'a pas de masque entre nous, on est à distance. On sait que je n'ai pas le risque d'attraper ou de donner le germe dont je suis porteur, par exemple. Mais il y a aussi, on en parlait avec les hygiénistes, le geste. Le problème, c'est le geste. C'est que si jamais on ne met pas le masque, en fait, on ne va probablement pas le mettre. Donc ça veut dire qu'il faut le mettre au bon moment, il faut bien le mettre, il faut apprendre à le faire. Ça paraît tout bête, mais on voit les gens qui se baladent avec le masque en dessous du menton, donc c'est totalement inadapté, ou qui, parce qu'ils veulent boire ou manger, hop, ils le baissent, et puis après ils le remettent, et qui n'ont pas parfaitement lavé leurs mains, et puis après, ou qui touchent leur visage, et après qui retouchent le masque. Bref, c'est des choses qui sont simples et en même temps qui sont complexes à mettre en place au quotidien. Donc oui, il faut mettre le masque quand on ne peut pas assurer la distance de plus d'1 mètre. Et puis quand on est dans des lieux un peu confinés où il y a plusieurs personnes qu'on ne connaît pas et avec qui on ne vit pas. On peut mettre un masque également quand par exemple on est un grand-père, qu'on en a ras-le-bol de ne pas voir ses petits-enfants. Et ben, on peut mettre le masque et faire un câlin à son petit-enfant en se disant je suis protégé, je me suis lavé les mains, on a lavé les mains du petit, j'ai quand même le droit à ces moments privilégiés. Dans cette période-là maintenant aiguë. Petit à petit, on va avoir des données épidémiologiques qui vont nous rassurer. Petit à petit, en fait, on ne verra plus de cas circuler. Et alors, on pourra
garder les gestes de lavage de main, de distanciation si jamais je me sens un peu malade. Et puis, je tousse dans mon coude, je jette mon mouchoir dans une poubelle et après on pourra enlever probablement le masque. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo qu'on va vous montrer tout à l'heure qui a été tournée hier à Annecy, comme ça très rapidement, pour voir un peu comment ça se passait dans les rues maintenant qu'on a de nouveau le droit de s'asseoir avec ses copains, de boire un café. Là, on voit que c'est vraiment très bien. Sous les arcades, que tout le monde reconnaît, évidemment. Une image traditionnelle de la vieille ville. Là, c'est un peu serré quand même. Voilà, c'est une question d'âge, de génération, de proximité. Qu'est-ce que vous en pensez, Docteur Labarrière, par exemple? Vous pensez quoi de ce qu'on vient de voir? La vie reprend le dessus. Je pense que les gens, ils ont besoin de ce contact. Et on voit bien ce qui a été le plus gênant pendant cette période, c'est cet isolement. Des grands-parents qui ne voyaient pas leurs petits-enfants, des gens qui n'osaient plus se voir. Donc, moi, je ne peux pas leur en vouloir que les gens aient envie de ça. On a tous besoin de se croiser, de se voir, même de se serrer la main. Alors, effectivement, il y a des précautions et puis il y a le risque. Et là-dedans, il va falloir qu'on navigue. Il faut qu'on reprenne les choses basiques, les fondamentaux, ce qu'a rappelé Cécile Janssen. Laver les mains et faire attention quand on est malade de pas... Mais est-ce que, par exemple, les médecins généralistes de ville comme vous ou Edith, infirmière, est-ce que c'est quelque chose qui va revenir? Est-ce que vous allez jouer un rôle? Peut-être vous le faisiez déjà, mais c'est vrai qu'en général, quand on va chez son médecin, c'est parce qu'on est malade. C'est rare qu'il nous donne des conseils d'hygiène quotidienne. Ça se faisait à l'école autrefois, ça se fait plus trop, il faut bien le dire. Est-ce que vous êtes obligé de reprendre un peu ce rôle pédagogique? Je crois qu'on a eu un gros rôle d'éducation thérapeutique, enfin d'éducation même hygiéniste, c'est quelque chose qu'on faisait plus ou moins. Là, évidemment, sur une maladie sur laquelle on n'a pas de traitement, que l'isolement, que les protections d'hygiène, ça change des pathologies où on se dit, il a telle maladie, je lui donne un antibiotique, je lui donne une chimiothérapie. Là, on est sur une autre façon d'aborder le malade et une relation plus entière. Mais je crois qu'on s'y est mis. Avec les infirmières, elles le faisaient déjà. Les infirmières qui sont, elles, au quotidien près des malades, je pense qu'elles font de l'éducation thérapeutique à longueur de journée. Peut-être. Oui, c'est vrai qu'on va dire que le volet prévention, c'est quand même une grosse partie de notre travail, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait, même avant, en période de grippe, comme le disait le docteur Janssen. On rappelle aux patients, attention à la famille, attention aux grands-parents, lavez-vous les mains, tenez-vous à l'écart si vous êtes fiévreux, si vous toussez. C'est des choses qu'on fait au quotidien et qu'on a encore plus intensifié dans cette période. Ok, très bien. Alors, on va continuer toujours sur les questions. Il y en a beaucoup d'autres, et j'ai peur que si on tarde trop, on n'arrive pas à les poser toutes. Qu'est-ce que vous avez encore en tête? C'est le moment, vous avez les spécialistes qui sont là, c'est le moment de leur poser des questions. Monsieur Rossignolo, allez-y. Parlez bien dans le micro par contre, sinon on ne vous entendra pas. Dans combien de temps pourrons-nous retrouver notre vie normale? Parce que, bon, oui, on vient de dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on s'est aperçu que le café du matin était quelque chose de très très important. On aimerait retrouver une vie à peu près normale d'ici un mois, et je pense que d'ici un mois, ils vont peut-être lâcher. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Je crois que Madame le docteur Janssen a répondu un peu à cette question. Tout à l'heure, je vous demandais qui avait téléchargé l'application qui a été mise en place, Stop Covid, qui est censée nous aider à sortir de l'épidémie. Il n'y a que vous qui m'avez répondu oui. Pourquoi vous l'avez chargée, cette application, docteur? D'abord parce que je l'ai transmis à mon réseau amical, parce que j'estime qu'on a un outil qui fait partie, je crois très fort en la prévention. Et parmi les gestes de prévention, il y a l'application. Cette application permet simplement, si effectivement l'épidémie reprenait, d'avoir un moyen de savoir si on a été en contact à un moment ou à un autre avec quelqu'un qui était porteur. Et je crois que ces outils sont modernes, nous permettent d'avoir, parce qu'on a tous maintenant cet organe en plus qui est le smartphone dans la poche, un moyen en plus de répondre à une question. Donc c'est simple, c'est assez sûr à mon sens, j'ai un peu travaillé la question, donc je crois que c'est assez sûr.
Et ça permet d'avoir des réponses. Je crois que j'ai téléchargé à peu près en 1 minute. D'accord. Grosso modo, ça m'a pris ce temps-là. Docteur Labarrière. Oui, je crois que ce traçage, qu'il soit par le biais de la déclaration qu'on fait à l'assurance maladie lorsqu'on a un patient positif, ou par le volontariat de la personne qui va télécharger, traçage qui a été extrêmement contrôlé sur le plan, et là c'est le président de l'ordre qui parle, mais là on est beaucoup intervenu sur la façon dont ça faisait pour que les libertés individuelles ne soient pas affectées, que le secret médical ne soit pas entaché. Et effectivement, le système dont parle le docteur Janssen est totalement anonyme, et donc il n'y a pas de... c'est sur le volontariat, et effectivement c'est la meilleure façon d'éviter qu'une nouvelle épidémie apparaisse et qu'on s'en aperçoive alors que déjà trop de personnes sont contaminées. Vous êtes connecté vous-même, docteur Labarrière, en général? Oui, je suis très connecté. On m'a parlé d'un stéthoscope que vous aviez... Dans cette épreuve, on a découvert plein de choses. La téléconsultation, parce qu'on en parlait depuis longtemps, on savait que ça allait venir, mais... Vous en aviez déjà fait, vous, personnellement? Avant la crise, non, jamais, parce que... Enfin, ça dépend ce qu'on appelle la téléconsultation, parce que du conseil téléphonique, on en faisait déjà depuis toujours. La téléconsultation avec la vision du patient, la discussion, une vraie consultation, on l'a découverte à cette occasion-là. Puis on a découvert qu'il nous manquait beaucoup de choses, et que cet acte médical basique qu'on a quand on voit un malade, qui consiste à lui prendre son pouls, à mettre un coup de stéto, presque anecdotiquement, on ne se rend pas compte que c'est un acte médical, et pourtant c'est là où je vais me rendre compte que mon patient il a un cœur qui est irrégulier, ou qu'il a un souffle au cœur, où je vais lui mettre la main sur le ventre, je vais voir qu'il a un gros foie, une grosse rate, des choses qu'on fait parce qu'on nous a appris à le faire dans notre formation et qu'on fait machinalement. Et là, on s'est rendu compte que devant l'écran, c'était difficile de palper le foie, c'était difficile de voir une angine. J'ai fait un diagnostic de phlegmon en téléconsultation, c'est pas simple. Et donc, on s'est retrouvé dans des situations difficiles. Et donc, avec nos amies infirmières, entre autres, et puis on a développé des outils pour améliorer ça. Et donc, je vous ai amené ici l'outil qui est en train de démarrer sur la Haute-Savoie. Donc on a donc le conseil départemental a équipé une quinzaine d'infirmières de ce petit stéthoscope connecté. Vous en avez un vous-même? Oui, on en a un. Enfin, beaucoup de cabinets en ont. Nos infirmières vont chez le patient, elles se connectent avec nous par iPhone ou par l'ordinateur, mais par iPhone c'est le plus simple. Elles posent le stéto sur le cœur du patient, et moi en face j'entends le cœur de mon patient. Elles vont lui écouter les poumons. L'autre jour, j'avais une insuffisance cardiaque, j'ai entendu des crépitants, des balles. Donc ça me rassure, parce que c'est extrêmement stressant, la téléconsultation, parce qu'il nous manque quand même ce contact avec le patient. On a un peu la couleur du visage, on voit s'il est un peu pâle, mais bon, s'il n'y a pas bien de lumière, etc. Oui, avec les images vidéo, il ne faut pas trop s'y fier, parce que voilà, on a des fois une drôle de tête. On a découvert cet outil, et je pense que ça c'est un grand avenir. Très bien. Vous qui êtes là, vous en pensez quoi, vous, de cette arrivée d'outils nouveaux, la téléconsultation, des stéthoscopes connectés, etc. Une application, ça vous fait peur, ça vous intéresse? Allez-y, franchement. Moi, je trouvais que c'était très bien, parce que c'était mis très vite en place. Vraiment, c'était génial. Et des fois, oui, il faut voir le patient, mais il y a des fois des consultations plus simples, qu'on a besoin de faire une ordonnance ou aller faire un test laboratoire. Donc, c'était bien de mettre ça en place et après, si besoin, d'aller chez le médecin. Et je ne sais pas si ça va continuer, mais je trouve que ça vaut le coup que ça continue même après d'avoir des téléconsultations. Emmanuel Jourdan, vous en pensez quoi, vous? Je suis de cet avis aussi, je trouve ça très bien. D'accord, parce qu'on entend beaucoup sur les ondes de gens très inquiets quand même, faut dire les choses telles qu'elles sont. Contrôle, sécurisation, etc. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait eu pour l'instant beaucoup de téléchargements, on verra. Et puis, on peut se demander à partir de quand ça fonctionne. Est-ce qu'il faut qu'on l'ait tous pour que ça fonctionne? Enfin, on se pose beaucoup de questions, non? Oui, allez-y. Non, mais on va d'abord laisser... allez-y, je vous en prie. Après, là, en ce qui concerne le dispositif dont parle le docteur Labarrière, c'est quelque chose qui est sûr, parce que pour qu'il y ait le stéthoscope connecté, il faut qu'il y ait l'infirmière. Donc, effectivement, le patient, il a quand même un professionnel de santé à côté de lui. On va avoir un vocabulaire plus adapté pour expliquer aussi au médecin ce qu'il en est, ce qu'on entend, ce que lui entend, ce que le patient ressent et ce que nous, on a vu dans le quotidien, dans le suivi du patient. Et c'est pour nous, on va dire, ça fait partie du volet médecine du futur, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'important.
Oui, enfin, en plus, c'est une réponse par rapport à l'accès aux soins et à la bonne utilisation des ressources médicales et aussi à la capacité de travailler entre plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux. Donc il faut y aller, bien sûr. Très bien, allez, d'autres questions, allons-y, c'est le moment. Non, mais... Je voulais rajouter. Allez-y, Emmanuel Jourdan, je vous en prie. Les personnes malades, souvent âgées, le médecin, c'est la seule personne qu'elle voit, à laquelle elles peuvent se confier. Et c'est pas, pour certaines personnes, ça suffit pas pour les personnes. Alors, ils ont dégradé les procédures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la téléconsultation peut être simplement en téléphonie pendant la crise sanitaire. On n'est pas obligé d'avoir de la visio. Mais alors, la téléphonie, c'est encore plus compliqué parce que là, on a juste... Là, je vois, vous aviez une question également. Oui, est-ce qu'un jour, on va faire test pour tout le monde voilà. J'attendais qu'on a cette capacité cette question. Aujourd'hui. Et pourquoi vous posez cette question? Après, je vais les laisser répondre. Parce que je voudrais savoir si j'ai eu le Covid ou non. Voilà. Votre voisine. Ma voisine. Votre voisine. Alors, les professionnels, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est intéressant et est-ce que ça va se faire? Alors, quand on est épidémiologiste, on a forcément envie de savoir. Je vais vous dire que nous, on a forcément envie de savoir exactement ce que vous disiez, quel est le dénominateur, c'est-à-dire le nombre de personnes positives, y compris ceux qui n'ont pas eu de symptômes, dans une population donnée, que ce soit le département ou la région. Après, il y a la raison, et donc il y a beaucoup d'études en fait qui sont en cours, qui se font de façon à pouvoir répondre à cette question sans faire des dépenses colossales, parce que le système de santé ne peut pas dépenser pour tout le monde. Quand on va bien, aller faire un test, ça veut dire qu'on va dépenser de l'argent public pour quelque chose qui n'est pas forcément indispensable. Et c'est pour ça que des recherches sont faites sur des populations qui sont représentatives de la population générale pour avoir ce fameux dénominateur, et on a des mathématiciens exceptionnels qui pourront faire des analyses qui nous permettront de dire oui, on est à un taux de tant de pourcents de personnes infectées sur la population. Parmi ces personnes infectées, tant de personnes sont à risque de forme grave, vont être hospitalisées, voire vont décéder. Mais je pense que le test pour tout le monde, c'est une sorte de fantasme, et c'est probablement plutôt de la curiosité pour soi, et pas forcément quelque chose qui soit réalisable pour des raisons qu'on veut tous, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose qui va coûter pour rien. Prenez la parole, allez-y. Oui, pour revenir, parce que j'avais notamment dans le reportage parlé de ces notions de statistiques, pas seulement de la curiosité, mais en regardant depuis l'étranger les news en France, je trouvais qu'il y avait c'était très anxiogène, et aussi dans une idée peut-être de dédramatiser aussi. C'était aussi cette idée-là, peut-être, hein, ou peut-être ce sera le contraire, on ne sait pas, mais c'était plutôt dans ce sens-là. Et du coup, si je peux me permettre, j'aurais une autre question suite à ça, c'est savoir si, du coup, les tests actuels sont vraiment 100% fiables ou pas encore. Question éminemment compliquée. Donc, pour la première question, qui n'en est pas une, c'est-à-dire pour rassurer, je suis complètement d'accord avec vous. Mais en fait, ce qui va nous rassurer, c'est un historien qui me disait ça. On participe à l'histoire, on observe l'histoire, et on a les réponses qu'un peu plus tard. Donc, on va faire ça. Et normalement, effectivement, là, dans la période actuelle, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas flopé de cas, on n'a pas l'impression d'avoir une reprise épidémique. On ne peut pas répondre sur le fait qu'il y aura ou non à nouveau une épidémie. C'est possible. La vie des virus respiratoires, c'est ça. Souvent, c'est cyclique. Et donc, peut-être qu'on va recroiser ce virus. Mais en tout cas, pour la deuxième question, sur les tests et sur leur sensibilité, leur spécificité, le fait qu'ils soient effectivement, on peut croire en la réponse du test, c'est une question complexe parce que vous avez déjà eu beaucoup de débats là-dessus et que je dois répondre très rapidement. Donc, sur la sérologie, le Centre national de référence a référencé tous les tests qui étaient reconnus comme ayant justement cette capacité de dire si je n'ai pas un test positif ou si j'ai un test positif, oui, je peux être à 98% sûr que c'est vrai, à 99% sûr que la réponse est exacte. Après, ça c'est le test sérologique. Alors c'est pour ça que c'est compliqué, c'est qu'il faut dire ce que c'est qu'un test sérologique, c'est les anticorps. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on a développé parce qu'on a rencontré le virus. Là, on va parler du SARS, du Covid. J'ai rencontré le virus et donc j'ai développé des anticorps. Et en gros, le test, il sera positif quand en gros, on sera plus malade, ou on n'aura plus de
risque d'eux, mais au moins on nous dira oui, vous avez rencontré le virus, oui, vous êtes immunisé. On commence à avoir des données qui commencent à être assez stables au niveau immunologique et qui nous disent probablement l'immunité est une immunité qui va être protectrice et pendant un certain nombre de mois. Après, il y a le test qu'on appelle la PCR. La PCR, c'est qu'on va aller chercher au fond du nez, dans le pharynx, on va aller chercher un bout de gène de ce virus. Donc on va frotter assez fort pour aller chercher des cellules. On va extraire de ces cellules le gène. Et ce gène, il peut être là si le virus est vivant ou si le virus est mort. Donc c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est que parfois on est positif et pourtant on n'est plus porteur d'un virus que l'on va transmettre puisque le virus est mort. Et c'est ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'au tout début j'ai des symptômes, voire j'ai pas encore des symptômes 24 heures avant, et mon test est positif, et là je risque de contaminer pendant une dizaine, maximum 14 jours, d'où la quatorzaine. Mais après, je reste positif, parfois de nombreuses semaines. Ça nous est arrivé de voir, moi j'ai vu une jeune femme qu'on l'a retestée dans le cadre de son travail, alors que je l'avais vue hospitalisée 2 mois avant. Elle était positive bien sûr 2 mois avant, elle était malade, elle était à risque de contaminer. Et puis 2 mois plus tard, on la reteste. Et en fait, elle est toujours positive, mais c'est simplement parce qu'elle a dans son nez encore du matériel génétique, de l'ARN. Pour être clair, elle ne peut plus contaminer. Et elle ne peut plus contaminer depuis déjà 10 jours après le début de ses symptômes. Eh ben, il va y avoir du travail pour les chercheurs pour essayer de clarifier la façon dont il va falloir s'adapter à tout ça. Allez, on continue. Mathéo, Martin, allez-y. Moi, j'ai une question. C'est est-ce que cette épidémie, ça ne nous va pas préparer à un virus? Si le virus était plus mortel, est-ce que maintenant, on a déjà un peu plus des bases pour mieux le gérer ou mieux se préparer à un virus mortel? Alors, qui veut se lancer? Que vous êtes plus près qu'avant. Oui, mais allez-y, monsieur. Je pense que tout simplement, on l'a dit et redit, effectivement, déjà à la base, si on respecte les gestes barrières, on a fait au moins 90% du travail, quel que soit le virus. Il faut savoir, on va essayer de donner un petit peu d'optimisme. Il y a des virus sur Terre depuis la nuit des temps. L'être humain est formidable, il s'adapte à plein de choses. Si je dois donner des chiffres, les chiffres que j'ai, c'est des chiffres de l'OMS et du CDC, sur le virus de la grippe hivernale, par an dans le monde, il y a à peu près 650 000 morts. Au jour d'aujourd'hui, enfin du 26 mai, sur mes derniers chiffres, sur le coronavirus par année dans le monde, il y a eu 356 000 morts, 700. Donc on est encore large en dessous. Et je pense qu'effectivement, comme disaient la plupart des spécialistes qui sont là, la population a été réactive, les gens ont bien compris que les gestes barrières étaient importants, on a vu que les gens prenaient ça au sérieux. C'est déjà une première barrière, et je pense que c'est très encourageant pour la suite si on respecte tout ça et qu'on change un peu nos habitudes de vie aussi. Et on va bientôt pouvoir aller boire des cafés, vous inquiétez pas, hein, même si c'est 1 mètre de distance, j'irai le boire avec vous. Oui, monsieur Delivet, je vous en prie. Je pense que, on l'a dit plusieurs fois, c'est la santé qui revient, je veux dire, dans l'actualité. Donc il y a une alliance et un changement aussi très important dans les prises en charge avec le rôle des patients dans leur propre prise en charge et donc de la population aussi dans la prévention. Et puis après, c'est l'organisation du système de santé qu'il va falloir effectivement revoir. Donc là, il y a le Ségur de la santé qui est en route. On verra ce qui va en sortir. Mais moi, je crois vraiment, il faut le redire, d'abord, les professionnels sont impliqués. Ils font un métier qui a du sens. Et j'espère qu'ils auront un métier qui sera mieux reconnu par la nation. Mais ça veut dire que collectivement, il va falloir assumer ces choix, parce que dire on va mieux rémunérer les soignants, c'est très bien, mais il faut aussi que tout le monde se dise que c'est une priorité nationale. Voilà, donc on espère qu'on va aller là-dessus, et du coup que notre système soit consolidé dans cette vision partenariale, et que ça nous permettra effectivement de répondre mieux et encore, même si on a très bien répondu à ce type de menace. Mais c'est pas parce que Mathéo est le plus jeune parmi nous aujourd'hui, mais on sent bien quand même que il a besoin de comprendre si, avec ce qui s'est passé, on est quand même en meilleure position pour faire face demain à une nouvelle infection de ce virus ou d'un autre, ou est-ce qu'on risque de repasser par les mêmes difficultés qu'on a eues la dernière fois? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a beaucoup appris, et en particulier, comme on l'a montré, on a appris à travailler beaucoup plus entre nous. Ça fait 40 ans que j'exerce, un vieux médecin, et j'ai connu, et je pensais que le système français était le meilleur du monde.
Et je trouvais que depuis quelques années, on était en difficulté. On était en difficulté à cause de, tout le monde le sait, du numerus clausus, du manque de médecins formés, des difficultés de médicaments dont on ne pouvait plus s'approvisionner, etc. D'une relation souvent très cloisonnée entre la ville et l'hôpital. Le mérite de cette affaire, c'est quand même que ça nous a appris qu'on n'était rien les uns sans les autres, que la santé, elle fait, tous les acteurs sont concernés, depuis le malade qui est le premier concerné, et moi, médecin, un jour je serai malade, et donc on est forcément très intéressé pour que ça se passe bien. Et puis le monde hospitalier qui a montré qu'il avait besoin de la ville. Nous, la ville, on savait déjà qu'on avait besoin de l'hôpital, mais on a pu travailler encore plus. Nos partenaires, nos consoeurs infirmières, les pharmaciens, ça nous a donné une façon de travailler entre nous. Demain, devant une nouvelle épidémie, il y en aura d'autres choses. Je suis certain que si les politiques le font aussi, hein, on saura en tirer les leçons, se donner les moyens, se rendre compte que la santé, sur le plan économique, c'est un secteur aussi important que le BTP. Et pourtant, les politiques, souvent, la santé, oui, on en parle comme ça, mais on considère que la santé, c'est dépenser de l'argent. Non, santé, c'est permettre de faire vivre les gens dans le bien-être, dans la qualité de vie, et c'est fondamental. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Et quand certains disent que, bah si, moi j'ai une fille qui est médecin, je suis ravi qu'elle le fasse, parce que moi, après 40 ans, je suis ravi. Et cette épidémie, pour moi, elle a été dramatique de ce que j'ai pu voir au travers de l'angoisse des gens, mais passionnante, parce que ça montre la plénitude de notre exercice. Mon engagement, il était fait pour ça. J'ai fait ce métier pour pouvoir soigner les gens. Dans cette épidémie, c'est ce que ça m'a permis de faire à peu près. Merci. J'ai cru voir que vous vouliez ajouter quelque chose. Je me suis trompé, docteur Janssen, non? Non, actuellement, j'encadre une thèse qui s'occupe des médecins généralistes et de la crise Covid. Et j'avoue que quand on encadre un travail de recherche, on n'a pas le droit d'espérer des résultats. Il faut observer ce que donne la thèse. Mais j'avoue que j'ai dit aux internes, j'ai bien l'espoir qu'on arrive à conclure que l'on aurait dû, par exemple, là, dans cette crise, et dès les contamines, puisqu'on parle de chez nous, impliquer tout de suite les médecins généralistes, tout de suite les infirmiers et les infirmières, tout de suite les gens qui sont auprès de la population. Parce que nous, infectiologues, on est impliqués depuis 2018. En fait, on est 24 heures sur 24 dérangeables pour un autre coronavirus qui s'appelle MERS-CoV et pour toutes les épidémies. C'est un système qui a été mis en place au niveau national et je pense international. Mais ce qui me paraît très important, et on a appris un peu avec H1N1 et on apprend encore là avec le Covid, c'est simplement de retenir que les systèmes existent. Les compétences existent, il faut juste les actionner de plus en plus vite et de mieux en mieux, de façon à ce que les systèmes se mettent plus rapidement en place. Je pense qu'on a appris beaucoup, que ça a été très utile, mais qu'on peut faire encore un tout petit peu mieux. Très bien. Alors, j'ai 2 interventions, je vais les prendre, et puis elles susciteront peut-être des réactions. Ensuite, on conclura, vous deux, mesdames, et puis ensuite, je donnerai les prochains rendez-vous. Allez-y, alors Emmanuel Jourdan, puis ensuite vous, Répondre à Monsieur Labarrière, je ne parlais pas de la profession de médecin, là je parlais de la profession d'infirmière. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, je pense. Mon épouse est infirmière, donc je... Oui. Voilà. Attention, hein, vous avez toute la gamme, là. Voilà. Et votre voisin soignant a été assez brillant dans la façon dont il a répondu aussi. On voit qu'on apprend beaucoup de choses sur le terrain, dans le métier. Allez-y, je vous en prie, madame. Je voulais juste rajouter, vous évoquez les médecins libéraux, les infirmières et tout ça, et c'est vrai qu'il y a un travail extraordinaire. Mais moi qui suis aussi dans le monde de l'entreprise, je tenais aussi à mettre en avant les médecins du travail, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, et nous, on a été vraiment dans le monde de l'entreprise, on est épaulés par ce suivi aussi, et notamment par le suivi qui est donné aussi aux salariés, notamment dans la prévention. Vous parlez que la prévention, c'est vrai que c'est important, et pendant cette crise Covid, c'est vrai qu'il y a eu aussi cette aide et lutte psychologique et autres qui sont là pour nous aider aussi, pour épauler les salariés.
Très bien, merci pour ce dernier mot qui est très important parce qu'évidemment, on est à la fois des citoyens, des patients parfois et des salariés. Donc la santé, c'est partout. Je vous remercie. Je remarque quand même dans tout ce que vous avez dit, ce n'est pas une conclusion du tout, mais que Annecy et la Haute-Savoie, en général d'ailleurs, ont été parmi les premiers pionniers, hélas, à un moment aigu. Mais je vois aussi que c'est peut-être là que s'élaborent des solutions. Vous le disiez tout à l'heure, monsieur le directeur, que peut-être il y a une modélisation et des choses qui se font ici, qui ont peut-être des choses à dire au reste du système de santé français. Voilà, c'est quand même très intéressant. Il se passe souvent des choses dans cette ville qui servent ensuite à d'autres. Donc c'est très bien comme ça. Donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Désolé d'avoir pris l'antenne avec un petit peu de retard, mais de toute façon, vous pourrez tous voir ça sur le replay. Donc si vous avez raté le début, comme on dit, vous pourrez le revoir. Je voulais aussi dire que le prochain rendez-vous de ces réunions dématérialisées, comme nous disons, est très important. On va parler justement de l'économie, de la façon dont ça se passe. Vous pourrez nous aider, madame, à construire l'émission. On va rencontrer des salariés, des chefs d'entreprise, voilà, des responsables de l'économie, des responsables de la formation. Ça se passera à Métais. Et puis nous allons continuer, vous verrez sur le site de la ville, pour tous les prochains rendez-vous. On va parler de la culture, qui est très importante évidemment ici à Annecy parce qu'elle soutient l'économie, elle a à voir avec la santé et puis au rayonnement de cette ville. On va parler du sport, on va parler des associations, on va parler du tourisme, on va parler du commerce. Voilà. Donc on a des rendez-vous comme ça jusqu'à la fin du mois de juillet sur ce format et je vous donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous. Et je rends l'antenne et je vous dis au revoir, bonne soirée.